Chers élèves, bienvenue à votre cours de renforcement au cours duquel nous démarrons la correction du premier devoir. Comme je vous l'avais dit, ces cours de renforcement ont pour but de rehausser votre niveau, d'améliorer vos notes, mais également de vous préparer aux devoirs, aux compositions et à l'examen final. Donc, à la veille de chaque période de devoir, je vais vous envoyer un devoir que vous devez d'abord traiter à la maison. Ensuite, je vous envoie le corrigé. Vous regardez les vidéos attentivement, vous visionnez les vidéos et vous regardez le travail que vous avez fait sur votre cahier. Cela vous permettra d'améliorer les niveaux, les questions au niveau desquelles vous avez eu des difficultés. Mais également, cela contribuera à vous aider, à vous pousser à travailler. C'est comme si vous avez un professeur qui s'est déplacé chez vous. Car à chaque fois que vous avez visionné la vidéo et que vous avez des zones d'ombre, des éléments que vous n'avez pas compris, vous pouvez me les faire parvenir. Je vais y revenir en long et en large. Mon objectif, c'est de vous aider jusqu'en fin d'année. OK. Donc, chers élèves, nous allons commencer par la maîtrise des connaissances et nous allons lire le sujet. Dans tout centre nerveux, chaque neurone élabore des messages à partir des informations issues des différents autres neurones avec lesquels il est connecté. Montrer comment se réalise la transmission synaptique et l'intégration des différents messages nerveux reçus par un neurone. L'exposé s'appuiera sur des schémas clairs et soigneusement annotés. Notez bien que les mécanismes ioniques ne sont pas attendus. Chers élèves, à chaque fois que vous avez une épreuve de maîtrise des connaissances sous forme de ROC, il est généralement subdivisé en certaines, en plusieurs ou bien en quelques étapes. À savoir, ici, vous avez ce qu'on appelle le sujet. C'est ça le sujet. Là, vous avez ce qu'on appelle la consigne. Et là, vous avez ce qu'on appelle la précision. Et il y a d'autres sujets maintenant au bac qui demandent à ce que vous ayez ce qu'on appelle une situation. Une situation, oui, c'est la situation dans laquelle on va se situer. Par exemple, on peut dire, dans le cadre d'une révision, à la veille des devoirs, 2 élèves de terminale discutent sur le phénomène de la transmission synaptique. Vous voyez, après on va dire, l'un d'eux affirme que, on va mettre le sujet. Vous voyez, donc là, on appelle ça situation, problème. On peut poser la situation, mais tout ça, toujours est-il que c'est pour vous montrer qu'effectivement, ce qui est en train d'être traité ici peut être source de discussion ou bien de communication entre élèves. C'est bon? Alors, si vous avez un ROC, il faudra que vous compreniez qu'il doit être résolu sous forme de dissertation scientifique. À savoir, comme toute dissertation, elle doit avoir une introduction, un développement et une conclusion. Chers élèves, dans l'introduction, on doit retrouver 3 rubriques, à savoir amener le sujet, poser la problématique et annoncer le plan. Je ne cesserai de le répéter pendant toute l'année scolaire. Comment faire pour amener le sujet? Vous allez lire le sujet et vous allez relever le mot le plus essentiel autour duquel doit tourner votre phrase qui vous servira d'amener le sujet. 1 à 2 phrases suffisent largement pour amener le sujet. L'introduction ne doit pas être aussi longue. Le correcteur doit trouver juste les 3 rubriques. Donc, ici, si on relit le sujet, en vue de relever le mot le plus important, on verra que dans tout centre nerveux, chaque neurone élabore des messages nerveux à partir des informations des différents autres neurones avec lesquels il est connecté. Donc là, chers élèves, c'est la connexion. C'est la connexion. Mais si la connectivité entre les neurones n'est pas largement apparue à ce niveau, je peux continuer dans la consigne pour voir. On me demande, montre comment se réalise la transmission synaptique. Donc, et l'intégration des différents messages nerveux reçus par un neurone. Donc, la consigne indique que le mot le plus important, c'est quoi? C'est la synapse. Une transmission synaptique et plusieurs transmissions synaptiques. Donc, toujours est-il que c'est la synapse.
Donc, je vais faire quoi pour amener le sujet? Je vais construire des phrases scientifiquement valables autour de la notion de synapse. Ensuite, pour poser la problématique, c'est simple. La problématique est plus simple à poser. Vous pouvez dire, le sujet soumis à notre réflexion ou bien à notre travail tourne autour de la transmission synaptique et de l'intégration des différents messages nerveux reçus par un neurone. Voici un exemple de poser la problématique, chers élèves. Mais le mieux, et ce que je vous conseille le plus, c'est de poser la problématique par des questions. En quoi faisant? En disant, par exemple, comment se déroule la transmission synaptique? Ensuite, en disant, comment l'intégration des différents messages nerveux, comment le corps cellulaire réalise l'intégration des différents messages nerveux qu'il reçoit. Et enfin, vous allez poser le plan. Ici, rien qu'en lisant la consigne, on se rend compte que votre travail doit tourner autour de 2 points. Une première partie qui va concerner la transmission synaptique et une seconde partie qui va porter sur l'intégration des messages nerveux. Chers élèves, pour concrétiser tout ce que je viens de vous expliquer, voici un exemple que j'ai préparé pour vous. Un exemple d'introduction. Nous allons tour à tour relever les différentes rubriques de l'introduction. Dans votre introduction, on doit nécessairement et obligatoirement retrouver ces différentes parties. Ok, je vous avais dit qu'il fallait construire des phrases scientifiquement valables autour de la notion de synapse. 1 à 2 phrases suffisent généralement. Ok, on va voir. Je rappelle que amener la rubrique amener le sujet commence ici et se termine à ce niveau-là. Ensuite, la rubrique poser la problématique commence ici et se termine ici. Et enfin, la rubrique annoncer le plan commence ici jusqu'à la fin. Donc, regardez tour à tour comment j'ai préparé ceci en fonction des explications que je vous ai fournies dans le passé. Ok, dans les centres nerveux, les neurones sont organisés en réseaux complexes permettant la circulation et le traitement des messages nerveux. Donc, quand je suis en train de dire dans les centres nerveux et quand je suis en train de dire traitement, je suis en train de dire circulation, tout ça, ça tourne autour de la synapse. Je reviens pour dire, chaque neurone reçoit des informations via des synapses. Enfin, chers élèves, le terme synapse est apparu. Les intègre, puis selon le résultat de cette intégration, chers élèves, le terme intégration est revenu. Votre première partie de devoir, votre deuxième partie de devoir, émet ou non un nouveau message nerveux. Vous voyez, voilà une façon simple, logique et cohérente d'amener le sujet. Ensuite, après avoir fait ce travail, vous passez à la deuxième rubrique qui concerne la problématique. Je vous avais conseillé de poser la problématique sous forme de question. Comment se déroule la transmission synaptique? Première question. Comment un neurone peut-il transformer une multitude de signaux à une réponse unique, l'intégration? Je pouvais encore dire ici, comment se réalise l'intégration au niveau du corps cellulaire? Je pouvais dire ça aussi. C'est bon? Alors, chers élèves, après avoir fini avec la rubrique poser la problématique, vous allez dire quoi? Nous verrons comment se réalise la transmission synaptique d'un message d'un neurone à un autre, puis comment un neurone intègre les informations reçues afin de produire une réponse nerveuse adaptée. Voici un exemple de poser le plan. Vous pouvez aussi dire simplement, la réponse à ces deux interrogations soulevées fera l'objet de notre devoir. Voici également une autre façon. Donc, chers élèves, vous avez plusieurs façons de réussir votre introduction. Regardez celle qui vous convient le mieux. Là où votre méthode, la méthode la plus adaptée à vous, utilisez cette méthode-là pour réussir votre introduction. La réussite de votre introduction est importante quant à la suite du devoir. Parce que si le correcteur lit l'introduction et sent nettement que vous êtes dans le vif du sujet, il sera motivé à poursuivre la lecture de votre devoir. Mais si par contre, rien qu'en lisant l'introduction, on sent que l'élève n'est pas trop, il n'est pas trop concentré, il n'est pas dans le vif du sujet, il n'est pas cohérent, il n'est pas logique,
Vous voyez, ça déjà c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe quant à la suite de la lecture du correcteur de votre devoir. Bref, maintenant, après avoir fini l'introduction, nous allons attaquer la première partie, parce que vous avez dit qu'elle doit tourner autour de la transmission synaptique. Attention, chers élèves, ne tombez pas dans le piège. Lisez bien le nota bene ici. Les mécanismes ioniques ne sont pas attendus. Alors ici, si vous racontez jusqu'à expliciter les phénomènes ioniques, vous passez à côté. Les phénomènes ioniques ne sont pas attendus encore une fois. C'est pourquoi prenez le temps de bien lire le sujet avant de le traiter. Après cela, nous allons aborder la première partie qui est grand 1, mettez comme ça textuellement, écrivez grand 1, la transmission synaptique. Une communication entre deux neurones. Et là, vous expliquez comment se déroule la transmission synaptique de façon brève. Dès l'instant, les phénomènes ioniques ne sont pas attendus, la réussite de votre travail doit se faire de façon brève. Alors, chaque neurone est connecté à d'autres neurones par des synapses, principalement de type chimique, comme je l'ai annoncé dans le cours. C'est les synapses de type chimique qui nous intéressent en TS. Ce n'est pas la synapse à type électrique. À l'extrémité d'un neurone présynaptique, un message nerveux qui est un porte qui se manifeste sous forme de potentiel d'action arrive à une terminaison synaptique. Cela entraîne la libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ensuite, ces neurotransmetteurs se lient à des récepteurs spécifiques situés à la membrane du neurone postsynaptique. Et enfin, en fonction du type de neurotransmetteur, la synapse peut être excitatrice. Si, exemple, le neurotransmetteur, c'est le glutamate ou l'acétylcholine ou ses variants, ou inhibitrice, si, par exemple, le neurotransmetteur est le GABA ou ses variants. Vous voyez, vous devez vous arrêter à ce niveau-là, car les phénomènes chimiques ne sont pas, les phénomènes ioniques ne sont pas attendus. Donc, il ne faut pas aller au-delà de cette brève transmission synaptique. C'est bon? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer, chers élèves? Puisque le sujet explicite et exige des schémas, vous allez réaliser le schéma illustratif comme celui-là. Regardez, là, vous avez ce qu'on appelle une synapse constituée d'un neurone présynaptique et d'un neurone postsynaptique séparés par un espace appelé fente synaptique. Comment se déroule la transmission synaptique? C'est-à-dire comment l'information nerveuse quitte ce neurone-là pour arriver à celui-là afin de permettre quoi? La communication entre ces deux structures cellulaires. Entre parenthèses, il faudra que vous sachiez que c'est de cette façon-là que la communication se déroule au sein du système nerveux. Ça veut dire les informations nerveuses vont quitter un récepteur sensoriel, vont aller au niveau du centre nerveux, quitter le centre nerveux, aller au niveau d'un organe ou d'une glande pour qu'il y ait la réalisation d'un mouvement, d'une action, d'un réflexe ou bien en réalité d'un mouvement volontaire. Ça n'aurait pas été cette transmission synaptique, cette communication au sein de notre organisme réalisée par le système nerveux ne saurait pas être possible. C'est bon? Bref, on va continuer avec notre travail qui dit d'expliquer la transmission synaptique. Alors, tout commence avec l'arrivée d'un influx nerveux sous forme de potentiel d'action. Et là également, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais puisque le sujet ne l'exige pas, on va être simple. L'information nerveuse arrive au niveau du bouton axonal terminal, provoque l'entrée d'un CA2+, ceci à leur tour provoque l'exocytose du neurotransmetteur et enfin le neurotransmetteur se fixe sur les récepteurs spécifiques. Maintenant, en fonction de la nature du neurotransmetteur, qu'est-ce qui va se passer? La synapse là peut être excitatrice ou inhibitrice. Si c'est une synapse excitatrice, les potentiels d'action, suivant certaines conditions, vont quitter ce neurone-là et vont commencer à se propager à travers l'action de ce neurone. S'il s'agit d'un neurotransmetteur inhibiteur, d'une synapse inhibitrice, qu'est-ce qui va se passer? On va assister à un arrêt de la continuité de l'information nerveuse. Ça veut dire que l'information nerveuse va circuler ici, mais va s'arrêter à ce niveau-là. Et c'est là que beaucoup de médicaments que vous utilisez à la pharmacie sont, en réalité, on va dire, sont utiles. En réalité, pour stopper la douleur
vous pouvez utiliser des médicaments qui vont carrément arrêter la propagation de l'information nerveuse d'un neurone à un autre en bloquant spécifiquement les synapses là pour éviter la propagation de l'influx nerveux, éviter également la transmission de la douleur d'un neurone à un autre. Bref, ce n'est pas encore l'objet de notre travail. Je résume l'objet de notre travail qui consistait à expliquer le mécanisme de fonctionnement d'une synapse. Première étape, arrivée d'un message nerveux au niveau du bouton terminal. Deuxième étape, entrée d'ion CA2+. Troisième étape, exocytose ou libération du neurotransmetteur. Quatrième étape, fixation du neurotransmetteur sur les récepteurs spécifiques. Maintenant, suivant la nature du neurotransmetteur, on peut assister à ce qu'on appelle une synapse excitatrice ou bien une synapse inhibitrice. Encore une fois, c'est ici où vous devez vous arrêter car les phénomènes ioniques ne sont pas demandés dans ce sujet-là. C'est bon? Bref, voici le schéma qu'il fallait faire. Et il est important de comprendre que, en réalité, le sens de propagation de l'influx nerveux, c'est toujours du neurone près vers le neurone post, comme l'indique la flèche en couleur noire à ce niveau. C'est bon? Après avoir fini avec la première partie, nous allons aborder la deuxième partie de votre devoir. Alors, là également, vous allez mettre grandeur en toutes lettres l'intégration des messages nerveux par le neurone et vous allez souligner, chers élèves. Vous devez souligner ça aussi. Et le texte, un exemple de texte est celui-là. Vous pouvez avoir d'autres textes. L'essentiel est que les mots-clés figurent et que la façon dont vous les avez utilisés soit cohérente. Exemple, un neurone reçoit généralement des centaines de synapses excitatrices ou inhibitrices. Après avoir reçu ces messages nerveux, il doit les intégrer, il doit intégrer ces informations pour décider de produire. Il produit dans le cas d'une synapse excitatrice ou de ne pas produire dans le cas d'une synapse inhibitrice un potentiel d'action. S'il s'agit d'une synapse excitatrice, il produit un potentiel d'action. Le message nerveux poursuit sa propagation. S'il s'agit d'une synapse inhibitrice, il ne produit pas un message nerveux. L'information nerveuse s'arrête à ce niveau. C'est bon? Mais il peut recevoir plusieurs messages nerveux de nature différente. Ça, c'est le corps cellulaire qui a cette propriété intégratrice. Alors, cette intégration se fait au niveau d'un endroit appelé cône axonique. Beaucoup pensent que c'est au niveau du corps cellulaire, mais en réalité, c'est au niveau du cône axonique. C'est-à-dire c'est la zone d'implantation, c'est-à-dire la zone qui sépare l'axone du corps cellulaire, qui est situé à la base de l'axone. C'est bon? Si la somme des influences excitatrices et inhibitrices dépasse un certain seuil, et là, chers élèves, je voudrais que vous répétiez cette phrase autant de fois. Mettez en pause la vidéo et lisez cette phrase-là, comprenez-la. Elle est très essentielle dans la suite. Si la somme des influences excitatrices et inhibitrices dépasse un certain seuil, un nouveau message nerveux est déclenché dans l'axone. Dans le cas contraire, le neurone reste silencieux. On parle de sommation spatiale. Il existe une sommation spatiale et une sommation temporelle. On parle de sommation spatiale lorsque c'est plusieurs synapses actives en même temps. En soi, retenez que le corps cellulaire est capable de réaliser cette information est capable de réaliser cette propriété pour en réalité en vue de réaliser ce qu'on appelle une sommation. C'est bon? Maintenant, à la suite de la somme des PPS ou PPSI obtenus, le résultat sera la naissance d'un potentiel d'action ou la non-naissance d'un potentiel d'action au niveau du cône axonique. Pour illustrer le tout, vous pouvez utiliser le schéma que je vous présente à ce niveau-là. Donc, vous avez ici un potentiel, vous avez ici, en réalité, 4 neurones. Vous avez 3 neurones présynaptiques et un neurone postsynaptique. Qu'est-ce qui se passe? Les 3 neurones présynaptiques forment des synapses avec le neurone postsynaptique. Donc, vous voyez que ce neurone-là, le corps cellulaire de ce neurone-là, reçoit simultanément des informations issues de différents neurones. Donc là, on parle de sommation spatiale lorsque c'est ce neurone-là, celui-là et celui-là qui sont activés au même moment. Les informations arrivent au niveau du corps cellulaire au même moment. Maintenant, c'est au corps cellulaire de réaliser ce qu'on appelle une sommation pour voir est-ce qu'il faut continuer à propager l'information nerveuse
ou bien l'information nerveuse ne va pas pouvoir se propager. Il existe un cas où c'est la sommation temporelle qui ne concerne qu'un seul neurone qui peut être stimulé plusieurs fois et de façon répétée. Mais lorsque c'est plusieurs neurones qui sont stimulés simultanément, là on parle de sommation spatiale. C'est bon, donc ne confondez pas spatial et temporel. Bref, regardez bien, qu'est-ce qui va se passer? Supposons que, dans le cas là, on va être simple quoi. Supposons que ce neurone-là est un neurone excitatrice, donc forme une synapse excitatrice avec le corps cellulaire. Ce neurone-là est un neurone postsynaptique, donc forme ce qu'on a, est un neurone inhibite, excitateur aussi, forme une synapse excitatrice. Mais supposons que ce neurone-là soit un neurone inhibiteur. Donc vous aurez quoi? Potentiel postsynaptique à ce niveau, potentiel postsynaptique à ce niveau, potentiel postsynaptique inhibiteur. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, lorsque le corps cellulaire reçoit toutes ces informations-là, il va réaliser la somme algébrique de ce PPSE-là, additionné à ce PPSE-là, additionné à ce PPSI-là. Cette fois-ci, c'est PPSI. Maintenant, le résultat obtenu, le résultat global, le PPS global, maintenant, s'il atteint ce qu'on appelle le seuil d'excitabilité à ce niveau, au niveau du cône axonique, parce que la sommation se réalise au niveau du cône axonique. Si le résultat obtenu est capable de déclencher, on va dire, atteindre le seuil de stimulation, qu'est-ce qui va se passer? Un potentiel d'action va naître ici et va se propager le long de l'axone. Si par contre, là, le résultat obtenu est un potentiel d'action dont l'amplitude n'atteint pas le seuil d'excitabilité, on va assister à la naissance d'un potentiel de repos à ce niveau-là. Cela signifie que dans ce deuxième cas, l'information nerveuse ne va pas circuler sur le neurone postsynaptique, mais il va s'arrêter ici. Si par contre, la somme est un PPSE ou bien un potentiel postsynaptique global d'une amplitude qui dépasse le seuil d'excitabilité, dans ce cas, la propagation de l'influx nerveux va avoir lieu à ce niveau-là et la fréquence des potentiels d'action sera en fonction de l'amplitude du PPS obtenu à ce niveau-là. C'est bon? Donc, chers élèves, voilà comment le corps cellulaire réalise la propriété intégratrice en recevant des informations issues de plusieurs neurones et en réalisant ce qu'on appelle la somme algébrique des PPS obtenus en vue de donner une réponse qui peut être en réalité une dépolarisation qui dépasse le seuil de stimulation pour provoquer des potentiels d'action ou bien une dépolarisation qui n'atteint pas le seuil pour provoquer ce qu'on appelle un potentiel de repos ou, dernier cas, une hyperpolarisation. Le cas de l'hyperpolarisation, c'est toujours de donner ce qu'on appelle un potentiel de repos. Dans quel cas obtient-on ici, en réalité, une dépolarisation? C'est lorsque la somme des PPS est supérieure au PPSI. Dans quel cas obtient-on ici une hyperpolarisation? C'est dans le cas où le PPSI est supérieur à la somme des PPS. Chers élèves, je pense que pour ne pas continuer d'allonger la vidéo, vous avez compris. De toute façon, s'il y a des questions que vous n'avez pas comprises, je suis ouvert, vous pouvez me les faire parvenir. Après avoir illustré à travers ce schéma-là, il est temps maintenant de passer à la conclusion, qui est une conclusion des deux parties de votre travail. Voici un exemple de conclusion. Encore une fois, vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes phrases, mais on doit retrouver le même sens, on doit retrouver les mêmes mots-clés. Exemple, vous pouvez écrire la transmission synaptique permet la communication entre neurones via des neurotransmetteurs spécifiques. L'intégration des signaux aussi, qu'ils soient excitateurs ou inhibiteurs, se fait au niveau du cône axonique. C'est à ce niveau que se décide la production d'un nouveau message nerveux permettant au centre nerveux de traiter et d'adapter les réponses de l'organisme. Chers élèves, c'est la fin de la correction de ce devoir. L'objectif est de vous préparer avant le premier devoir en classe. Donc, pour réussir votre premier devoir en classe, qui est très important pour la confiance, il est très important de démarrer votre premier devoir avec une note élevée. Alors, voilà pourquoi vous devez revisionner cette vidéo autant de fois, reprendre également le devoir, revisionner la vidéo autant de fois jusqu'à ce que
vous la compreniez avant d'aller passer votre premier devoir. Chers élèves, je vous souhaite bonne chance et à très bientôt dans la correction de la série d'exercice numéro 8.